Alors, on m'a demandé de venir vous parler justement de comment convaincre avec les chiffres. Donc, je m'appelle Mathieu Astic. Pour vous dire d'où je parle, je travaille comme consultant pour Hendrix, où je mets en place des comptabilités écologiques. Et je suis également administrateur d'un think and do tank qui s'appelle le CERCES, des cercles des comptables environnementaux et sociaux, qui portent la partie plaidoyer, formation, rapport d'études, etc. Donc là, on est en lien, en écosystème, avec à la fois la chaire de recherche de comptabilité écologique, qui est portée par la Fondation AgroParisTech, reconnue d'utilité publique. Voilà. Donc, on est tout un écosystème d'acteurs entre la recherche publique, de la société civile qui est un point de rencontre au niveau du CERCES sur l'aspect justement praticien, chercheur, société civile, et après les praticiens en tant que tels, comme je le fais au quotidien. Et du coup, donc, pour vous parler de ça, sans plus attendre, pour convaincre avec les chiffres, il y a un élément aussi qui est arrivé dans la demande, c'était de parler de la valeur. Et du coup, je vous pose la question, qu'est-ce que la création de valeur? Ça repose sur quoi? L'échange? L'échange, ouais. D'autres éléments? Travail, marché, ok. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, effectivement, si je prends un premier exemple, on a un éleveur de moutons qui va vendre de la laine à un autre acteur qui va derrière, du coup, par exemple, produire du fil, qui va ensuite peut-être le transférer à un acteur qui va faire de la teinture, et un dernier acteur qui va vendre des pulls en laine de couleurs différentes. Et en fait, à chaque étape, on va avoir une transaction, un échange, justement, et cet échange va créer une valeur. Combien ça coûte, en fait, quel est le prix du produit dans une chaîne de valeur. Donc, du coup, on vient avoir des échanges structurés entre acteurs et une création de valeur à chaque étape. Et cette création de valeur, sur quoi repose-t-elle? Comment on la détermine? Oui. Ok, le travail des gens. Quoi d'autre? Olivier, c'est bon. Ouais, l'activité, ok. Eh bien, en fait, finalement, on va partir d'un coût complet. Combien ça a coûté? Qu'est-ce qu'on a dû mobiliser pour produire ce bien et ce service? Donc derrière la notion de valeur qu'on va retrouver en économie, il y a cette question de création de valeur par qu'est-ce que je propose comme bien et service à des gens, des activités. Et derrière, cette valeur-là est du coup construite par qu'est-ce que j'ai mobilisé, combien ça m'a coûté pour le faire, et plus une marge que j'ajoute, par exemple. Et en fait, ces échanges-là sont structurés depuis plus de 10 000 ans entre les sociétés humaines. Et du coup, à votre avis, qu'est-ce qui a permis cette structuration-là dans le temps? Donc là, je pense que c'était comme bien teasé. Pardon? Ok. Pas d'idée? La monnaie? Alors la monnaie, c'est un véhicule. C'est pas ça. Ouais. La sédentarité. Alors la sédentarité était une des conséquences, ce qui a provoqué en fait ce besoin-là de structurer les échanges. Mais du coup, qu'est-ce qui structure les échanges? Le chiffre. Les besoins, d'accord. Bon, on va voir ça ensemble. C'est la comptabilité. Voilà. Oh, incroyable. Voilà. Donc la comptabilité vient vraiment structurer les relations entre acteurs parce qu'on a eu des besoins à un moment donné de pouvoir suivre des échanges. Là, je vous montre un exemple de proto-comptabilité. C'est une boule d'argile qui en fait représente un troupeau de moutons. Les jetons, des tokens, c'est une tête de bétail à chaque fois. Et typiquement, quand on avait le berger qui passait pour l'estive à une autre personne le troupeau, eh bien on dénombrait en fait le nombre de moutons dans le troupeau qu'on mettait dans la boule d'argile. Et à la fin de l'estive, on repassait les moutons devant soi et on dénombrait et on vérifiait en fait si le troupeau avait augmenté ou diminué. À cette époque-là, on n'avait pas encore de chiffres et l'écriture n'existait pas non plus. Donc en fait, on a eu différentes formes de comptabilité pour suivre plein de choses. Donc il y a 4 grandes fonctions, comme justement rendre compte. Donc on rend compte du coup, de nos interactions et on prend en compte ce que l'on fait et on est comptable de nos actes, comptable de nos redevabilités. Donc en gros, quand on a un engagement, derrière, on est comptable de notre engagement. Et à la fin, compter, le chiffre, en fait, vient raconter une histoire, mais il vient à la fin. Un chiffre seul n'a pas de sens. Il a du sens que si il l'exprime, il raconte une histoire. Donc la comptabilité vient justement permettre de
illustrer l'histoire de quels sont nos échanges, qu'est-ce qu'on échange, comment on le fait, et derrière, quel engagement je prends envers autrui. Voilà. En comptabilité, il y a une autre notion fondamentale, c'est le capital. Et ça, cette notion fondamentale nous suit depuis le XVIe siècle. C'est-à-dire que la comptabilité moderne fonctionne encore aujourd'hui pareil, depuis plusieurs siècles, depuis le XVIe siècle. En un sens, le capital, quel est-il? C'est l'argent de l'actionnaire apporté à l'entreprise. On a du coup des apporteurs de capitaux financiers qui rendent disponible, hop là, dans l'organisation de l'argent, qui est ensuite mobilisé par payer des salaires, acheter des biens intermédiaires pour produire des biens et services, qui vont ensuite être vendus. Ces ventes vont dégager des nouvelles ressources, et ces nouvelles ressources doivent être en quantité suffisante pour garantir qu'on va pouvoir rembourser l'actionnaire, et donc, en un sens, préserver le capital financier. Et ça, c'est le principe fondamental de la comptabilité moderne, tel qu'inventé en Italie par les marchands vénitiens. Le surplus, c'est le profit. Voilà. Et donc, derrière, on parlait de performance tout à l'heure. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir une entreprise qui tourne. Donc après, on peut questionner le mot performance là-dedans. Néanmoins, voilà, ça, c'est ce qui structure notre compta aujourd'hui, et c'est ce qui fait qu'on avance en entreprise avec cette vision-là. Mais du coup, donc le capital, dans cette vision-là, elle est vue comme un passif, et non pas comme un actif. Et en fait, ça correspond à une redevabilité, en un sens, c'est la dette de l'entreprise auprès de l'actionnaire. Et pendant ce temps, sur la planète Terre, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Nous, du coup, dépassons de plus en plus des lignes planétaires. Et là, j'ai une autre question pour vous. À votre avis, quelle est la part d'entreprises en pourcentage en 2017 qui prend en compte les limites planétaires dans le monde? 0,5. Qui dit mieux? 1. Qui écrivent, qui parlent des limites planétaires dans le rapport de durabilité. Qui en parlent, qui les prennent en compte, qui les mentionnent. 0. D'accord. 5%. 5% sur 40 000. Et derrière, il y a 9 000 entreprises interrogées. Seulement 0,3% à l'époque mettaient des objectifs alignés sur les limites planétaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, c'est sur une étude de 17 000 rapports 40 000 rapports collectés. On est d'accord. Oui, voilà. Mais on ne va pas chercher à être exhaustif là-dessus. C'est comme si je vous demandais combien de boîtes dans le monde font un bilan carbone. On a des hypothèses, mais c'est pas... Voilà. Non, c'est le nombre d'entreprises étudiées. Et sur ces entreprises étudiées, il y en a seulement 5% qui en parlent en 2017. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc on mesure plein de choses, mais sans contextualiser. Et en fait, contextualiser, ça veut dire aussi pouvoir se rattacher à l'atteinte d'un objectif qui est basé sur le respect de ses limites planétaires. Et pour ça, il y a un moyen assez simple de le faire. C'est justement... Je me tais. It's about transforming capitalism. Capitalism and modern accounting are two sides of the same coin. Capitalism only values what it counts. Cash flows, capital stocks, human resources, all that appears literally on its bottom line. What capitalism does not count, it doesn't value, and it can't manage. Like the environment, ecosystems. Now, if we start including nature in accounting tables, capitalism will start understanding environmental damage as a form of debt. And that could change everything. Oh, la 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 la. So if we transform accounting, we transform the whole system. Are you kidding me? Voilà, donc ça c'est l'extrait de la série Parlement, retrouvé sur France 5 en replay. Et en fait, c'était au moment des débats à l'époque de la CSRD, accessoirement. Et ça pour vous dire que pour pouvoir entrer dans ce niveau de réflexion-là, avant d'arriver à ce niveau-là, eh bien, en Europe, on avait un pacte vert. Alors, on a un pacte vert, en l'occurrence, qui est passé et c'est un animal à 4 pattes, cohérente, avec une partie pour les investisseurs, donc la SFDR,
qui permettait d'avoir des informations pour pouvoir faire des choix d'investissement, collectées sur la base d'un rapport de taxonomie verte, en partie, sur le rapport de CSRD, qui mobilise la notion de double matérialité. Regardez ce que fait l'entreprise en termes d'impact sur l'environnement et à la fois quels sont ses risques et opportunités financières dont elle peut se saisir ou se prémunir. Et derrière, on avait le devoir de vigilance européen pour justement, pour les plus grandes entreprises, les confronter à du droit actionnable. Voilà. Donc, mais ces éléments-là, en fait, avaient pour but d'amener une structuration de l'information sur les éléments humains et environnementaux pour justement derrière alimenter des choix stratégiques et de pilotage à terme. C'est aussi un enjeu. C'est un enjeu de reporting, mais si on dépasse le reporting, savoir donner du sens à tout ça pour pouvoir piloter l'activité, prendre en compte nos actions sur la nature et les humains pour derrière pouvoir avoir des choix stratégiques éclairés. Cette question du pacte vert et de la double matérialité au niveau européen a fait des petits au niveau international. Et là, si on fait une minute de géopolitique, la Chine a lancé son référentiel en double matérialité également pour ses plus grandes places boursières et va progressivement descendre au niveau volontaire au niveau des entreprises plus petites. Donc là, ça enclenche une dynamique. Et là, ils en font vraiment un axe de puissance géopolitique. On a les États-Unis, où là, effectivement, Donald Trump a copié Javier Milei avec sa tronçonneuse. Néanmoins, on a par exemple la Climate Alliance Initiative, par la voix de sa présidente, qui rappelle que les États au sein des États-Unis sont souverains pour appliquer l'accord de Paris, par exemple. Et donc, en fait, il y a des formes de sécession en interne sur des orientations au niveau des États et des villes, voire des entreprises également. Donc, c'est pas aussi... c'est contrasté. Au niveau de l'Australie, il a été observé que les entreprises ont été mises sous pression. Donc là, c'est des chercheurs australiens et des investisseurs qui remontent à leur gouvernement. Attention, avec la CSRD européenne, nos entreprises ne sont pas assez outillées pour répondre aux attentes. Il faut du coup revoir nos réglementations de durabilité pour pouvoir mettre en ordre de marche nos entreprises. Et enfin, sur le continent africain, on a aussi des pays comme le Botswana, qui est à la pointe en fait, qui met en place des reportings en double matérialité également. Donc tout ça pour vous dire que l'impulsion européenne a eu un effet au niveau international. On peut voir le verre à moitié plein, à moitié vide, et néanmoins, il y a une dynamique qui se fait, qui peut être contrastée, mais qui va amener aussi un souffle et des éléments de comparaison. Donc ça pour dire qu'il ne faut pas non plus se décourager entièrement sur ce qui se passe en Europe aujourd'hui. Donc voilà, si on passe cette question-là, maintenant, on a une vraie question de comment on va piloter nos données de durabilité. Et c'est ce que vous avez commencé à toucher du doigt un peu cet après-midi. On n'a pas la prétention de vous amener à tout comprendre, heureusement. En 1h30, ça serait un miracle. Néanmoins, l'enjeu, il faut pouvoir le prendre en compte d'outils de gestion et de comptabilité, mais pas n'importe comment. Et donc là, pour le coup, on va ouvrir le capot du moteur, on va regarder le moteur pour voir comment ça fonctionne, et aussi comprendre quels sont les choix scientifiques, méthodologiques, philosophiques, éthiques qu'il y a derrière. Et donc, il nous faut une boussole pour faire ça. Et cette boussole, elle repose sur les travaux des chercheurs dans la chaire de comptabilité écologique, qui ont justement, par des articles scientifiques, posé des critères essentiels pour garantir qu'on va prendre en compte de manière intelligente pour garantir la préservation des capitaux naturels et humains dans nos choix de pilotage. On a la question de la matérialité, en double matérialité, à savoir intégrer la gestion de l'impact aux côtés du risque financier. Il faut que l'ambition soit en soutenabilité forte. Ça veut dire qu'on ne va pas compenser les capitaux entre eux. Être bon sur un sol ne compensera pas d'être mauvais sur le climat. On va chercher à suivre le bon état écologique de chaque entité en tant que telle. Et donc, ce qui compte vraiment, ce sont les entités, c'est-à-dire un sol, une rivière, un être humain. Voilà. Pour faire cela, on va se poser la question du coup, mais quel est leur bon état de santé ? Quel objectif on va se fixer ? Et donc cet objectif est sur des bases scientifiques et des conventions collectives. Exemple, vous avez pour le climat le GIEC qui dit pour rester sous 2 degrés de réchauffement climatique, il faut respecter un budget carbone. Derrière, on a l'accord de Paris qui entérine politiquement ce choix-là. Voilà. Derrière, il va falloir pouvoir l'intégrer dans les comptes d'un point de vue économique, financier. Et là, l'enjeu, c'est de ne pas mettre un prix à la nature, c'est-à-dire on ne va pas chercher à dire combien ça nous rapporterait. Par contre, parce que derrière, quand on pose cette question-là, on oublie la préservation. L'enjeu, c'est de dire combien ça coûte de pouvoir garder en bon état les écosystèmes et les humains. Donc on ne met pas un prix aux choses, on se pose la question de combien ça coûte, parce qu'en fait, la valeur est intrinsèque, on ne pourra pas mettre un prix aux éléments. Par contre, on peut déterminer
combien on peut engager comme action, combien ça va coûter nos actions pour pouvoir garantir leur bon état écologique, leur préservation. Et enfin, on va pouvoir du coup l'intégrer dans nos livres de compte, en compte de résultats, bilan comptable et autres outils de pilotage de l'entreprise. Voilà. Et sur cette base-là, la méthode CARE en fait, a été construite pour permettre nativement de répondre à ces questions-là. Voilà. C'est pour ça qu'on on parle de ça aujourd'hui et que je travaille là-dessus personnellement. Donc, si on reprend notre schéma d'entreprise actuelle, avec un seul capital financier, apporteur de capitaux financiers, qui du coup rend l'argent disponible pour produire, ces biens et services produits sont vendus, nous apportent des nouvelles ressources, en quantité suffisante pour garantir que je peux rembourser mes actionnaires et à faire du profit derrière, et bien là, l'enjeu, c'est d'étendre ce schéma-là pour intégrer, prendre en compte, rendre visible, potentiellement aussi, si on a envie, au bord de l'entreprise, des nouvelles parties prenantes qui sont les capitaux humains et capitaux naturels. Et donc, on va rendre visible le fait qu'on va des écosystèmes qui vont apporter des capacités à l'entreprise de produire, des êtres humains qui vont venir travailler, en plus de l'argent qui est apporté pour financer la production de l'activité. Donc, ces capitaux sont disponibles, on produit nos biens et services qui sont vendus, qui rapportent des nouvelles ressources, qui doivent dégager du coup, soient suffisantes pour garantir qu'on va pouvoir préserver, remettre en état l'ensemble des capitaux financiers, humains et naturels. Et derrière, on peut avoir un profit, ce n'est pas exclu. Et donc, la question qu'on a pu avoir tout à l'heure sur la performance, c'est pas un problème. Mais du coup, ça pose la question derrière de quel est le bon niveau en fait, de prise en compte de tous nos capitaux pour pouvoir derrière dégager, avoir une activité qui soit pérenne dans le temps, robuste en un sens. Voilà. Et donc, concrètement, comment ça se passe ? Je vais vous présenter, à partir de là, une introduction à l'atelier que vous allez faire pour mobiliser les concepts, des concepts que vous allez manipuler pendant 1h45, 1h30 tout à l'heure, ensuite. Avec ça, avec un cas concret, avec un petit cas illustratif. Vous allez avoir quatre grandes étapes dans l'atelier. Une première étape qui est de comprendre à partir de vos parties prenantes, justement, quels sont les enjeux derrière les attentes de vos parties prenantes. Donc là, on va avoir votre modèle d'affaires, donc Alphanet ou Natura Mobilier, qui ont des enjeux, et les parties prenantes expriment des attentes. Vous allez compléter ces attentes-là. Derrière ces attentes, il y a des enjeux de dire, OK, qu'est-ce qui est impacté, quels sont les risques également, traduits en capitaux naturels et humains, pour tout ce qui est lié aux impacts. Et là, vous allez avoir plusieurs questions à vous poser. Comment, par rapport à mes capitaux, quel objectif je vais devoir me fixer? Quel indicateur je vais mobiliser pour suivre l'atteinte de mon objectif? Quel sens ils ont? Est-ce qu'ils sont suffisants ou pas? Quand on a fait ça, derrière, on peut aussi se dire, on peut se prononcer sur, OK, dans l'absolu, est-ce que mon activité est durable ou pas durable? Et si elle n'est pas durable, quelle action il faut que je mette en place? Et donc là, vous posez la question en fait, des actions existantes et des actions à mettre en place pour y arriver. Et ainsi, combien ça coûte à terme? Quel type de coûts vous engagez? Des CAPEX, des investissements, l'exploitation, du temps humain. Et derrière, vous avez tous les éléments en fait, pour venir intégrer des nouvelles catégories d'activités en comptabilité et outils de gestion pour rendre visible en fait, cette existence de vos capitaux naturels et humains aux côtés du capital financier. Et derrière, vous pouvez faire de l'analyse de performance de l'activité. Donc, si on prend un exemple, là, on a une entreprise qui opère à La Réunion, qui, derrière, a deux activités, une activité de restauration d'écosystèmes, une activité d'insertion. Eh bien, en travaillant, ils vont, par exemple, devoir aller dans les écosystèmes de l'île pour les restaurer avec des engins motorisés, des hélicoptères, des fois, parce que c'est des abrupts, ou des voitures, et donc on émet du CO2. On a un capital climat qui apparaît. Pour la biodiversité, ils restaurent des écosystèmes de l'île, mais en fait, ils se sont rendus compte que si jamais ils ne nettoyaient pas leur équipement, ils pouvaient réimplanter des espèces envahissantes, et donc dégrader eux-mêmes l'écosystème. Du coup, il y a un enjeu de préservation qui apparaît pour eux également. Et après, les êtres humains, c'est le travail en tant que tel, parce qu'ils ont des compétences mobilisées, une santé mobilisée, et un besoin de vivre décemment derrière aussi. Donc voilà comment on va pouvoir en fait, avoir cette réflexion de où sont nos capitaux à nous dans l'activité. Et pour faire cela, derrière, pour venir les représenter, les rendre visibles, c'est quels sont les objectifs et indicateurs à mettre en place. Et donc là, vous allez mobiliser deux éléments, des questions à vous poser. Qui va pouvoir m'apporter l'information par rapport à différents sujets? Derrière, cette personne-là ou ces groupes ou acteurs vont pouvoir se prononcer sur en fait, quel objectif à atteindre, quelle cible de bon état écologique et quelle métrique ou observation à utiliser pour rendre compte de l'état
de santé du capital. Exemple, pour le climat, on va avoir le GIEC décliné derrière en trajectoire, soit par la stratégie nationale bas carbone en France ou les Science Based Target Initiative au niveau international. Derrière, ça se décline en budget carbone, comme objectif. Et après, on a sur un indicateur qui est les tonnes de CO2 équivalent. Voilà. Donc l'enjeu, ça va être ça, de se réfléchir finalement comment j'articule ça intelligemment, pour chaque sujet. Ensuite, on va se poser la question des indicateurs pour suivre l'atteinte à la cible. Et là, on a deux types d'indicateurs. On suit de l'impact. L'indicateur d'impact a pour objectif de suivre, en fait, est-ce que mon activité augmente la dégradation ou au contraire, est-ce qu'elle diminue la dégradation. Et donc, pour se dire, en fait, est-ce que je engage une action qui est vraiment vertueuse ou pas du tout. On peut avoir aussi des indicateurs de gestion. Et là, souvent, on a beaucoup d'indicateurs de cette nature-là, mais qui ne sont pas suffisants pour retranscrire l'impact, retranscrire notre atteinte de la cible. Exemple, vous voulez remplacer une partie de votre flotte de véhicules en véhicules électriques, admettons 30%. Eh bien, en disant ça, vous ne savez pas en fait si ces 30% de renouvellement vous permettent, en tonnes de CO2 réduites, d'être suffisants pour atteindre votre cible derrière. Donc en fait, c'est pour vous mettre en réflexion de vous dire, ok, si je prends cet indicateur-là, est-ce qu'il est suffisant pour piloter mon action de décarbonation, par exemple. Donc c'est vraiment en fait plus une boîte à outils de réflexion pour vous venir tester, vous prendre les bons indicateurs, et s'il y en a plusieurs, vous être sûr que c'est articulé. En un sens, vous pouvez avoir des indicateurs de gestion, mais ils seront toujours connectés à un indicateur d'impact pour être sûr, pour vous baquer sur leur efficacité. Voilà. Vous aurez ces slides-là en support pour l'atelier. Vous ne serez pas à poil. Et je tournerai également avec les équipes. Donc, deuxième étape, derrière, donc là, pardon, c'est le résultat. Donc, par exemple, dans le cas, pour le climat, du coup, on a une cible, un budget carbone aligné à 1,5 degré. Pour la biodiversité, on a travaillé avec un écologue qui lui a dit, ben voilà, là, c'est l'écosystème forestier. Eh bien, un écosystème forestier à La Réunion, à tel endroit, il faut qu'il y ait à minima 95% d'espèces endémiques, locales. Ça veut dire que s'il y a plus de 5% d'espèces envahissantes, on n'est pas à la cible. Sur l'aspect humain, il y a des questions de salaire décent qui se posent, des questions de risques psychosociaux, par exemple. Donc voilà, on se pose, donc c'est ces éléments-là qui vont permettre d'apprécier l'état de santé de nos différents capitaux. Les suivis d'impact, du coup, on peut avoir des indicateurs d'impact ensuite de gaz à effet de serre émises pour le climat, des espèces envahissantes dans les écosystèmes pour la biodiversité, et après, on retrouve des éléments du document unique, mais aussi, on peut être plus créatif avec moins de métriques. Exemple, des situations à risque identifiées, en risque psychosocial. Voilà. Et donc derrière, là, on a mis en place le tableau de pilotage de vos sujets environnementaux et sociaux. Et derrière, on va rentrer dans le plan d'action. Donc dans ce plan d'action-là, pareil, l'idée, c'est de prendre les actions, les bonnes actions, et donner du sens à ces actions. Et donc, derrière ce sens-là, on va avoir des actions dites d'axo capital. Ça permet de comprendre et de suivre ce que l'on fait. Exemple, je fais un bilan carbone. Sans bilan carbone, je ne peux pas savoir où je vais pour le climat. Voilà, c'est une dépense spécifique pour ça. Derrière, on va chercher potentiellement à réduire nos impacts. J'évite des émissions de gaz à effet de serre. Je remplace les véhicules thermiques par un véhicule électrique. J'évite de polluer une rivière, par exemple. Voilà. Et enfin, on a des actions de préservation. Elles servent à gérer ces impacts. Exemple, j'ai un processus industriel qui émet des polluants dans l'eau. Je mets en place un traitement de mes eaux polluées pour avoir une eau qui repart propre dans la rivière. Ou alors, je dépollue la rivière après coup, potentiellement. Donc là, c'est aussi un moyen de comprendre son plan d'action, de le hiérarchiser et de pouvoir le piloter intelligemment avec mes indicateurs d'avant. Voilà. Une fois donc là, en exemple, mon entreprise, elle a déjà réalisé un bilan gaz à effet de serre, ça coûtait 20 000 euros. Elle a déjà réalisé du nettoyage d'équipements pour 10 000 euros, par exemple. Et elle a déjà une animation de démarche RPS en entreprise pour 40 000 euros. Derrière, on s'est rendu compte que ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aller plus loin pour atteindre des objectifs. Et donc, on a un plan d'action qui est créé, qui sont également chiffrés et qu'on va pouvoir prendre en compte au pilotage budgétaire ou dans les comptes. Donc là, typiquement, on voit que, par exemple, sur l'aspect humain, là, c'était intéressant, c'est qu'on a identifié que les personnes qui forment les gens au métier de l'environnement en insertion n'étaient pas formées eux-mêmes à gérer un public en insertion. Donc, gros stress. Derrière, ça a pu construire un plan de formation pour justement faire en sorte que le stress soit traité, géré, et que les personnes ne soient plus en souffrance au travail par rapport à ça. Pareil, on a créé un stock tampon d'équipements de protection.
Et là, ces éléments-là ont pu être mis en visibilité et mis en discussion avec les actionnaires de l'entreprise, qui était le territoire, et derrière de pouvoir avoir des budgets alloués pour pouvoir engager les actions. Et derrière, quand on a tous ces éléments-là, on va pouvoir du coup rendre visible en fait quelle est la santé économique complète de l'entreprise. Donc on va avoir par exemple un retraitement des ventes, du chiffre d'affaires. On va pouvoir rendre visible en un sens en vert les produits qui permettent à l'entreprise de préserver les capitaux naturels de leurs clients, en l'occurrence ceux du territoire. En jaune, les produits qui sont reçus pour préserver les capitaux humains de leurs clients, donc les personnes en insertion. Et derrière, donc en gris, des ventes ad hoc. Et derrière, on va pouvoir voir comment ils le font. Et là, c'est vraiment la réflexion de Romaric tout à l'heure, c'est on a une action pour les autres, mais du coup, nous, derrière, comment on garantit qu'en faisant ça, on préserve nous-mêmes nos propres capitaux. Et donc là, on rend visible les dépenses déjà engagées pour préserver les capitaux naturels en vert, en bleu, les capitaux humains, en violet, les dépenses pour piloter ces capitaux-là. Et derrière, en fait, on va pouvoir apparaître ici, après les résultats classiques en comptabilité, les coûts des actions qui restent à engager, qui correspondent en fait aux impacts réels de l'activité, mais qui restent engagés pour garantir la durabilité complète de l'activité. Et derrière, la contrepartie passe, c'est votre redevabilité, votre dette au bilan comptable. Donc en fait, là, c'est vraiment la démonstration de comment on va pouvoir intégrer dans le pilotage d'activité ces fameux enjeux naturels et humains dont on parle depuis ce matin. Voilà. Donc il y a 4 points clés à retenir par rapport à ça. C'est qu'on a une structuration des informations de durabilité sur des bases scientifiques. On choisit, et c'est une aide à choisir les bons indicateurs et les bonnes cibles pour ne pas se perdre là-dedans. On a un cadre pour définir des plans d'action pour respecter l'atteinte des limites planétaires. Nous avons justement une pensée de leur intégration comptable pour parler en langage commun, qui c'est vraiment ça à la base, mais même en termes d'outils de gestion. Et on a la possibilité d'être valorisé et soutenu avec nos partenaires et nos parties prenantes. Okay. On a également notre question qui se pose depuis ce matin, c'est la question du risque financier. Derrière le risque financier, là c'est Patrick de Cambourg, qui est justement le président à l'EFRAG, qui est l'organisme qui a piloté la CSRD, qui le dit lui-même, il n'y a pas de risque financier qui ne soit pas connecté à un impact. Illustration. C'est un travail de l'Institut et faculté des actuaires et de l'Université d'Exeter, en janvier 2025. Et là, ils ont montré en fait que le risque de solvabilité planétaire en 2050, en cas d'inaction, se traduirait par moins 50% de PIB mondial. Voilà. Donc ça veut dire en fait que derrière, un vrai enjeu à gérer les risques aussi et à agir pour ne pas justement avoir ce niveau d'exposition-là. Il faut donc c'est d'où l'intérêt d'agir sur les impacts pour pouvoir limiter les risques financiers derrière. Donc qu'est-ce qu'un risque ? Un risque, c'est la probabilité que survienne un événement nuisible et éventualité qu'existe une menace plus ou moins prévisible pour influer sur la réalisation des objectifs d'une organisation. Donc on va regarder l'existence d'un danger, changement climatique par exemple, sa probabilité d'exposition à ce danger. Est-ce que mon site est exposé des impacts du changement climatique, par exemple? L'intervalle de temps, sa gravité. Et de là, on va pouvoir définir un seuil d'acceptabilité. Donc ça, cet exercice de risque financier est déjà souvent bien intégré dans les organisations, mais du coup, c'est aussi à élargir la prise en compte de nos impacts actuels. Donc là, on a différentes formes de risques, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ces risques-là existent déjà, et ces risques, par exemple, opérationnels, sont enrichis du changement climatique. Typiquement, un impact du changement climatique est un risque opérationnel. Est-ce que ma chaîne d'activité est rompue? Est-ce que mon site est détruit en partie? Combien ça va me coûter? Quel chiffre d'affaires je vais perdre par rapport à ça? Et donc derrière, là, c'est la grille qu'utilisent les commissaires aux comptes lors des audits pour quantifier l'impact matériel financier. Donc c'est quantifié en pourcentage de chiffre d'affaires et de résultats, par exemple, et de voir en fait à quel moment ça devient vraiment critique. Et ce qui fait que si on étend la logique présentée pour la gestion de l'impact, si vous posez la question, qui va pouvoir se prononcer sur justement un seuil acceptable d'exposition, potentiellement souvent la direction générale, et donc la cible, c'est un niveau d'exposition, l'appétence au risque, l'appétit au risque dans le jargon, et derrière on peut avoir quels indicateurs pour suivre ça, du chiffre d'affaires en kilo-euros, millions d'euros, d'un résultat. Et donc, en fait, on peut venir aussi dans ce travail-là de se dire, OK, quel objectif je me mets? Qu'est-ce que j'accepte en gestion du risque? Qui se prononce sur ces cibles? Mes indicateurs pour le suivre? Et derrière, mes plans d'action. Comment j'agis? Exemple, comment savoir si votre site est exposé à un changement climatique si vous ne faites pas une étude d'exposition au risque? Et derrière, si vous êtes exposé, à quel risque et quelle action vous devez mettre en place pour
être robuste par rapport à la surveillance du risque. Et là, pour le coup, ça renvoie vraiment à ce que vous pouvez dire amont hier. Voilà. Et donc là, vous avez tous les éléments en main pour aller travailler. Et on a même, j'ai même été très rapide en fait, on a un quart d'heure, c'est des questions. Test. Okay. Après l'atelier, d'accord. Moi, je me demandais comment l'expert il devait définir le bon état écologique. Est-ce que c'est par rapport à, si on prend une stratégie nationale de la biodiversité ou du carbone, qu'on se répartit en fonction du marché? Est-ce qu'on fait au niveau de la société, enfin l'entreprise ou de la société en général? C'est-à-dire, voilà, comment on le définit ce seuil-là? Comment l'expert doit travailler là-dessus? Il est défini, ça, on part de l'impact de la société. Donc, par exemple, la biodiversité, en fait, si par exemple vous avez une entreprise qui fait de la gestion forestière, eh bien derrière, l'enjeu c'est l'écosystème forestier avec lequel l'entreprise travaille. Voilà. Donc là, du coup, c'est vraiment spécifique à votre activité. On ne va pas faire d'études statistiques sectorielles. Ça n'a pas de sens. Et je vous prends un exemple pour illustrer que c'est une bêtise de faire ça, par exemple. Si vous travaillez sur l'eau, admettons que vous êtes agriculteur, on va dire, voilà, dans le secteur agricole, vous avez une consommation d'eau dans le secteur. Donc, on vous attribue un quota à respecter. Et derrière, en fait, vous pouvez très bien respecter votre quota et épuiser la nappe phréatique. Voilà. Voilà le problème d'une approche par les stats, par exemple. Voilà. Donc, c'est vraiment important de se dire, OK, là où je travaille, quels sont mes impacts et derrière, quels sont les objectifs de bonne état écologique pour chaque sujet. Je prends un autre exemple. Vous pouvez avoir une entreprise qui met en place un système de recyclage de terres rares qui, derrière, réduit ses consommations d'eau de 90% par rapport aux autres acteurs du marché. Mais si, en fait, elle s'implante à un endroit qui est soumis au stress hydrique, peut-être que les 10% restants sont encore trop importants. Donc, il faut vraiment penser, c'est comme ça qu'on va réfléchir, en fait. Voilà. Très bonne question. Moi, j'ai une question par rapport comment on compte des choses qui sont assez difficiles à compter. Je prends l'exemple du changement climatique. Le gros de nos impacts chez nous, c'est la chaîne de valeur, c'est ce qu'on achète. Si demain, je décide de mettre une politique d'achat responsable et de dire dans mes marchés, maintenant, j'ai tel pourcentage qui est sur des critères liés à l'empreinte carbone. Comment je chiffre ça en euros? Parce que potentiellement mes marchés vont me coûter plus cher. Voilà, je vais avoir des offres qui vont être. Je vais pas faire un appel d'offres sans ces critères, un appel d'offres avec pour comparer le coût. Je vais faire directement mon appel d'offres et je vais avoir des offres différentes. Comment je chiffre ça? Et du coup, c'est important parce que ça permet déjà de le valoriser, de montrer qu'on fait des choses supplémentaires. Mais c'est des choses qu'on a peut-être besoin d'estimer avant et qui nous permettra aussi de compter. Alors, je ne rentre même pas dans l'impact carbone qu'une politique d'achat responsable pourrait avoir, parce que c'est assez difficile à imaginer, mais déjà sur l'aspect financier. Et juste également la même chose sur le temps humain, en fait. Comment est-ce on fait des prorata de temps passé sur certains sujets? Si je décide que mes acheteurs passent plus de temps sur la partie RSE, est-ce que si c'est 10% de leur temps, je prends 10% ça peut être ça, ouais, tout à fait. Mais du coup, voilà, quand même la question sur les achats. Ouais. Ouais. Après, là, le point, donc il y a la question de chez vous et de votre chaîne de valeur, effectivement. Donc chez vous, c'est votre budget carbone à vous, et après, les budgets carbone liés à chaque acteur de la chaîne de valeur. Donc en un sens, si vous faites une politique achat responsable, c'est aussi, et là vous l'exprimez ce matin en atelier, c'était de dire, je ne vais pas poser des questions où je sais que personne ne pourra répondre. Par contre, là l'enjeu derrière, c'est de rendre visible en fait que à un moment donné, si on veut que les gens fassent bien les choses, il faut qu'ils se posent les bonnes questions. Et donc derrière, se poser la question de, au-delà, une fois qu'on a fait un bilan carbone, quel est le budget carbone qu'ils vont devoir eux-mêmes respecter potentiellement. Et donc derrière, en fait, de se dire, sans forcément aller dans un chiffrage, de se dire, ok, en fait, on a identifié un budget carbone et un plan d'action. Et du coup, c'est aussi peut-être déjà s'arrêter à ce niveau de questions-là dans un premier temps, sans vraiment leur demander de voir des chiffrages complets. Mais idéalement, c'est leur demander leur chiffrage et montrer qu'ils actionnent un plan d'action pour pouvoir avancer dans le sujet. Je ne sais pas si je réponds bien à la question. Mais Oui, juste rapidement, c'est que du coup, nous, on a des personnes qui nous demandent des comptes en fait sur combien votre entreprise dépense en lien avec le changement climatique, et on n'est pas capable de leur dire. Il me dit qu'il faut provisionner 10 millions, 20 millions, mais en fait, comment on les dépense concrètement derrière, qu'est-ce que ça veut dire? Et ça, c'est vraiment pas simple. Ouais, mais en fait, là, justement, ça met le doigt sur un point essentiel, c'est que là, on met en évidence
la réflexion de quelle action il va falloir que je mette en place et combien elle va coûter. Et pour le coup, en fait, là, la comptabilité permet de structurer l'information et de la mettre en endroit visible. Par contre, derrière, en fait, les méthodologies aussi pour mettre ça en place, on a par exemple Acte Pas à Pas avec l'ADEME, qui a un vrai protocole d'accompagnement à définir une trajectoire de décarbonation, construire un plan d'action aussi par rapport à ça, et d'engager la direction. Donc là, typiquement, dans ce travail-là, vous avez la matière première, chiffrée en tonnes de CO2 par contre, et après, il faut encore faire le chiffrage économique des actions à côté. Ça, je vous l'accorde. Mais du coup, ça amène à cette réflexion-là jusqu'au bout, et pour pouvoir l'intégrer dans le pilotage. Moi, j'ai une question sur les experts pour rebondir sur la première question. Est-ce qu'il y a suffisamment d'experts en fait sur tous les sujets? Je ne sais pas si je veux un expert sur l'acidification des océans. Ça se trouve où concrètement? Oui, alors, non, c'est une très bonne question. Là, il y a un autre point fondamental à avoir en tête, c'est que la comptabilité, ça pose un cadre pour structurer l'information et la rendre visible. Effectivement, ça ne répond pas à toutes les questions. Hein. Maintenant, il faut chercher les bonnes personnes pour le faire. Et donc, typiquement, en France, vous pouvez voir au niveau de l'IFREMER, par exemple, ou d'autres acteurs spécifiques là-dessus, des bureaux d'études, pour ça. Parfois, sur des sujets très spécifiques, il n'y aura pas encore de réponse scientifique précise. Ça peut arriver. Moi, j'ai eu un cas sur un acteur de la gestion forestière au Brésil. J'ai fait le tour du CIRAD, donc du Centre de recherche d'agronomie français, pour essayer de trouver un expert pour me dire, en fait, à tel endroit au Brésil, quelle information il faut que je prenne. Voilà. Mais ça peut arriver. Donc là, aujourd'hui, l'entreprise travaille avec des universités locales pour construire un seuil de bonne écologique pour un sol forestier au Brésil, par exemple, à un endroit du Brésil. Mais au moins, ça permet de se dire, d'identifier le sujet et de voir comment je travaille dessus, et donc d'avoir une feuille de progrès. Oui, moi, par rapport à ce que vous avez exposé, j'aimerais savoir comment cela peut être vécu et perçu par des fonds d'investissement. Et deuxième question ou remarque, vous avez évoqué dans les risques en 2050 le PIB. Vous pensez que c'est toujours un critère d'évaluation valable? Alors, de la valeur ajoutée? Oui, je comprends. Non, la question pertinente. Moi, je n'ai juste fait que copier-coller ce que j'ai trouvé de plus récent et de mieux pour sensibiliser sur le sujet. Voilà. Donc, après, la question est ouverte. Réponse de Normand. Ah oui, pardon, fonds d'investissement. Et en fait, ils commencent à s'intéresser. Typiquement, je vais parler du CERCES. On a des espaces de travaux ouverts. On peut apporter des sujets de réflexion. Là, on a une agora sur la finance responsable qui s'est lancée, justement, qui peut amener à réfléchir à ces questions-là, entre autres. Et moi, par ailleurs, je commence à avoir des contacts avec des fonds de private equity aussi, pour voir justement comment on va pouvoir évaluer les placements des acteurs-là avec cette approche. Donc ça, c'est en train d'arriver. Est-ce qu'il y a une dernière question avant de passer en atelier? Oui, j'arrive. Oui, c'est peut-être plus général. Est-ce qu'il serait possible d'envisager la refonte du plan comptable en prenant en compte le fait qu'on parle de richesse humaine, de capital humain, et que on considère que la main-d'œuvre est une charge et que le coût de cette main-d'œuvre, c'est une masse salariale, alors que de l'autre côté, on exprime ça en richesse et que si c'est du capital, c'est pas une charge. Et qu'est-ce que ça nous donnerait comme resensibilisation du dirigeant que de dire que la plus belle des richesses de l'entreprise est celle à laquelle l'entreprise doit faire attention et préserver par-dessus tout, c'est précisément sa main-d'œuvre. Alors, en fait, c'est philosophiquement exactement son objectif, c'est-à-dire de se considérer chaque être humain comme une entité importante, capitale à préserver, et du coup d'étudier les conditions de cette préservation. Donc de se poser la question de comment dans mon activité, en fait, je vais pouvoir faire en sorte de détecter les risques psychosociaux, de faire garantir que je paye correctement mes collaborateurs, que je gère bien leurs compétences, et donc derrière de garantir cette préservation de cette richesse-là, entre guillemets, que vous nommez comme ça. Et c'est cet objectif-là derrière. C'est de comment je garantis en fait, que mes êtres humains rentrent chez eux en bon état de santé, avec 2 jambes, 2 bras, mentales, et qui peuvent vivre décemment derrière aussi. Donc voilà. Merci beaucoup Mathieu pour cette introduction.